Il y a des films qui arrivent discrètement, qui cherchent doucement leur public, qui espèrent être découverts avec le temps. Et puis, il y a 365 jours, l'année d'après, un film qui n'a jamais vraiment eu besoin de demander la permission pour faire parler de lui, parce qu'il débarque déjà avec tout un bagage derrière lui. Une trilogie sulfureuse, une fanbase très bruyante, des critiques souvent impitoyables, et cette étrange position de phénomène Netflix que beaucoup regardent, même quand ils jurent qu'ils ne veulent pas vraiment le regarder. Ce troisième volet sort en 2022, directement sur Netflix, et il arrive seulement quelques mois après 365 jours, au lendemain. Autrement dit, on n'est pas dans une suite attendue pendant des années, avec un grand suspense de production et une campagne cinéma traditionnelle. Non, on est dans quelque chose de beaucoup plus moderne, beaucoup plus typique de l'époque du streaming. Une franchise qui avance vite, qui nourrit une curiosité mondiale et qui transforme la discussion autour du film en événement presque aussi important que le film lui-même. C'est ça qui rend cette œuvre intéressante à analyser, même si on ne l'aime pas forcément. Parce que, soyons honnêtes, 365 jours, l'année d'après n'est pas un film qui cherche à convaincre les cinéphiles classiques. Il ne se présente pas comme un drame psychologique subtil, ni comme une grande romance européenne dans la tradition du cinéma d'auteur. Il fonctionne plutôt comme une fantaisie de luxe, de désir, de jalousie et de pouvoir, avec des paysages élégants, des corps filmés comme des objets de fascination et une intrigue qui avance souvent par tension émotionnelle, plus que par véritable logique narrative. On peut critiquer ce choix, bien sûr. Beaucoup l'ont fait. Mais on peut aussi essayer de comprendre pourquoi cette formule a touché autant de spectateurs. Ce qui frappe, dès qu'on replace le film dans son contexte, c'est que la saga 365 jours a toujours vécu dans un paradoxe. D'un côté, elle a été très mal reçue par une grande partie de la presse. Les critiques ont souvent dénoncé la faiblesse de l'écriture, la représentation problématique des relations amoureuses et le côté très appuyé de son univers érotique. De l'autre côté, les films ont énormément circulé sur Netflix, surtout grâce à la curiosité, aux discussions sur les réseaux sociaux, aux réactions choquées, amusées, fascinées ou franchement critiques. C'est presque un cas d'école. Comment un film peut devenir incontournable, non pas parce qu'il est unanimement admiré, mais parce qu'il déclenche une conversation. Et cette conversation, en Europe francophone, a pris une couleur particulière. En France, en Belgique ou en Suisse, on a l'habitude de voir passer des romances internationales sur les plateformes, mais 365 jours. L'année d'après arrive avec une identité assez rare. C'est un film polonais, adapté d'un roman polonais de Blanka Lipinska, mais pensé pour un public mondial. Il mélange le glamour méditerranéen, l'imagerie mafieuse, la romance de possession, les codes du clip musical et une esthétique Netflix très internationale. Le résultat donne parfois l'impression d'un produit hybride, à mi-chemin entre le mélodrame, le fantasme de magazine de luxe et le feuilleton sentimental poussé dans ses excès. Le film est réalisé par Barbara Białowąs et Thomas Manz, deux noms déjà associés au précédent volet. Cela compte parce que 365 jours. L'année d'après ne cherche pas à réinventer la saga. Il prolonge son style, il garde ses obsessions. Il reste fidèle à cette manière de filmer les regards, les silences, les tensions physiques, les décors somptueux, comme si chaque scène devait d'abord transmettre une sensation avant de faire avancer l'histoire. C'est un cinéma de surface, oui, mais cette surface est justement son langage. Tout doit briller, tout doit séduire. Même les conflits semblent enveloppés dans une lumière élégante. Au centre, on retrouve Laura, interprétée par Anna Maria Sieklucka, Massimo, joué par Michel Morone, et Nacho, incarné par Simone Susina. Ces trois personnages forment le cœur du film, mais pas seulement sous la forme d'un triangle amoureux classique. Ce qui se joue entre eux, c'est une question de choix, de possession, de confiance et surtout de liberté. Laura se retrouve coincée entre deux formes de désir, deux mondes masculins très différents en apparence, mais tous les deux construits autour d'une intensité presque irréaliste. Massimo représente la passion dangereuse, l'homme puissant, l'amour marqué par le contrôle. Nacho, lui, apparaît comme une alternative plus douce, plus solaire, presque apaisante. Mais dans cette saga, rien n'est jamais totalement simple. Ce détail est essentiel. Parce que le troisième film arrive après des événements déjà très chargés.
Laura et Massimo ne sont plus simplement dans l'élan brûlant du premier film. Leur relation porte désormais les cicatrices des mensonges, des blessures et des menaces qui ont entouré leur histoire. Le film ne recommence donc pas à zéro. Il s'installe dans un après traumatique, un après passionnel, un après où l'attirance existe encore, mais où la confiance ne peut plus être considérée comme acquise. Le titre français, 365 jours. L'année d'après fonctionne presque comme une promesse. On ne regarde plus seulement la naissance d'un fantasme, on regarde ce qu'il reste quand le fantasme commence à se fissurer. Et c'est là que le film devient plus intéressant qu'il n'en a l'air au premier regard. Car même si l'écriture reste très mélodramatique, même si certaines scènes semblent construites pour provoquer plus que pour convaincre, le sujet profond touche quelque chose de très reconnaissable. Que se passe-t-il quand l'intensité ne suffit plus? Beaucoup de romances populaires vendent l'idée qu'un amour très fort peut tout résoudre. Ici, le film montre plutôt un couple qui continue d'être attiré, mais qui n'arrive plus à respirer normalement dans sa propre histoire. Laura aime peut-être encore Massimo, ou du moins elle reste liée à lui par une force énorme, mais elle doute, et ce doute devient le moteur du récit. Bien sûr, il faut parler du ton. 365 jours. L'année d'après n'est pas un film réaliste, et il ne faut pas le juger comme s'il cherchait à l'être. Le monde qu'il montre ressemble à une bulle de richesse, de plages, de villas, de voitures, de fêtes, de chambres immenses et de vêtements impeccables. Les problèmes y sont émotionnels, sensuels, spectaculaires. On est très loin de la vie quotidienne, et c'est précisément ce qui attire une partie du public. Le film propose une échappée, une version excessive et brillante de sentiments très simples. La jalousie, l'envie d'être choisi, la peur de perdre quelqu'un, le besoin de reprendre le contrôle de sa propre vie. Mais cette échappée a toujours été accompagnée d'un malaise. Depuis le premier volet, la saga est critiquée pour sa façon de romantiser des dynamiques de domination et de contrainte. Ce point ne peut pas être ignoré. Si on veut parler du film avec sérieux, il faut accepter les deux réalités en même temps. Oui, une partie du public y voit une fantaisie assumée, détachée du réel, presque comme un rêve interdit. Et oui, une autre partie du public considère que ce type de représentation peut devenir problématique quand elle est emballée comme une romance désirable. C'est exactement cette tension qui a rendu la trilogie aussi discutée. Ce troisième film arrive donc dans une position délicate. Il doit satisfaire les spectateurs qui veulent revoir Laura, Massimo et Nacho dans cette atmosphère luxueuse et sensuelle. Mais il doit aussi répondre, au moins indirectement, à une question laissée par toute la saga. Laura est-elle vraiment en train de choisir sa vie ou est-elle encore prisonnière des passions des autres? Cette question donne au film son vrai fil rouge. Même quand l'intrigue semble ralentir, même quand la musique prend beaucoup de place, même quand les scènes s'étirent comme des clips romantiques, on revient toujours à cette hésitation intérieure. Il y a aussi une particularité très Netflix dans la manière dont 365 jours. L'année d'après existe. Comme il n'est pas sorti en salle de manière traditionnelle, son succès ne se mesure pas comme celui d'un film classique, avec des entrées au box-office français ou mondial. Il se mesure plutôt par sa visibilité, sa capacité à rester dans les conversations, à être lancé par curiosité, à être commenté sur les réseaux, à devenir un objet que l'on regarde parfois autant pour comprendre le phénomène que pour suivre l'histoire. C'est un changement énorme dans notre rapport au cinéma populaire. Avant, un film mal aimé par la critique pouvait être sauvé par le public en salle. Aujourd'hui, un film peut être attaqué partout et rester pourtant très visible grâce à la mécanique des plateformes. Et franchement, c'est peut-être l'un des aspects les plus révélateurs de cette trilogie. 365 jours. L'année d'après nous montre que le streaming ne fabrique pas seulement des succès consensuels, il fabrique aussi des films événements, des œuvres que l'on regarde avec curiosité, avec ironie, avec fascination, parfois même avec agacement. Le spectateur n'est plus seulement attiré par la qualité supposée d'un film. Il est aussi attiré par la discussion autour du film. Il veut savoir pourquoi tout le monde en parle. Il veut se faire son opinion. Il veut comprendre ce qui dérange, ce qui séduit, ce qui divise. Dans cette première approche, il ne faut donc pas réduire le film à ses défauts, même s'ils sont visibles. Il faut plutôt le regarder comme le dernier chapitre d'un phénomène culturel très particulier. Une saga venue de Pologne,
adapté de romans à succès, propulsé par Netflix, porté par des acteurs devenus immédiatement associés à leur rôle et discuté dans plusieurs pays avec une intensité rare pour un drame érotique européen. On peut aimer ou non le résultat, mais on ne peut pas nier que la trilogie a trouvé une place dans l'imaginaire pop des années 2020. Ce qui va devenir passionnant maintenant, c'est d'entrer dans l'histoire elle-même. Parce que derrière les paysages parfaits et les regards chargés, 365 jours. L'année d'après repose sur une fracture intime. Laura ne sait plus exactement où se trouve son désir, ni à qui appartient son avenir. Et quand un film entier tourne autour d'une femme qui hésite entre retourner vers une passion destructrice ou suivre une promesse de liberté, il ne raconte pas seulement une romance. Il raconte aussi, à sa manière très excessive, le moment où un fantasme commence à demander un prix. Quand 365 jours. L'année d'après commence vraiment à installer son histoire. On sent tout de suite que le film ne veut pas revenir à une romance simple. Ce n'est plus seulement Laura face à Massimo, avec cette attraction dangereuse qui définissait le premier volet. Maintenant, il y a une troisième présence. Nacho n'est plus une parenthèse, ni un simple trouble passager. Il devient une possibilité. Et dans une saga construite sur le désir, la possession et le pouvoir, une possibilité peut être plus dangereuse qu'un ennemi. Laura est au centre de tout, mais pas comme une héroïne parfaitement sûre d'elle. Elle avance avec une forme de fatigue intérieure. Elle a survécu à beaucoup de choses, elle a traversé des mensonges, des menaces, des pertes de confiance, et pourtant le monde autour d'elle continue de briller comme si rien n'avait changé. C'est un contraste assez fort dans le film. Les décors sont magnifiques, les corps sont beaux, les vêtements sont luxueux, les paysages semblent faits pour une publicité de vacances haut de gamme. Mais Laura, elle, n'a pas l'air vraiment en paix. On dirait presque que le décor refuse de reconnaître son malaise. Cette tension est importante, parce qu'elle donne à l'histoire son moteur émotionnel. Laura n'est pas simplement en train de choisir entre deux hommes. Ce serait trop facile. Elle est en train de choisir entre deux versions d'elle-même. Avec Massimo, elle retrouve l'intensité, le vertige, le danger, cette impression d'être aspirée par une passion qui ne demande jamais doucement la permission. Avec Nacho, elle entrevoit autre chose, une légèreté, une douceur, peut-être même une forme de respiration. Mais ce qui complique tout, c'est que Laura ne peut pas effacer son passé avec Massimo comme on ferme une porte. Elle reste liée à lui, par le corps, par la mémoire, par les blessures, par l'habitude aussi. Massimo, de son côté, est présenté comme un homme qui a tout, sauf la chose dont il a le plus besoin, la confiance de Laura. Il possède le luxe, le statut, l'autorité, la beauté froide d'un personnage conçu pour dominer l'écran. Mais face aux doutes de Laura, tout cela devient presque inutile. Son pouvoir habituel ne fonctionne plus de la même manière. Il peut impressionner, il peut séduire, il peut se mettre en colère, il peut surveiller, il peut imposer sa présence, mais il ne peut pas forcer Laura à ressentir ce qu'elle ne ressent plus avec la même certitude. Et c'est là que le personnage devient fragile, même si le film continue de le filmer comme une figure presque invincible. Cette fragilité, Massimo ne sait pas vraiment quoi en faire. Il la transforme en jalousie, en silence, en tension. Et c'est très révélateur. Dans la logique de la saga, Massimo a toujours été associé à une forme de contrôle. Il est celui qui décide, celui qui protège, celui qui enferme parfois sous prétexte d'aimer. Mais dans ce troisième film, le contrôle lui échappe. Pas parce qu'un rival plus puissant arrive frontalement pour le battre, mais parce que Laura commence à lui échapper intérieurement. C'est beaucoup plus difficile à combattre. On peut affronter un homme, on ne peut pas saisir une émotion qui s'éloigne. Nacho, lui, fonctionne presque comme l'inverse visuel et émotionnel de Massimo. Là où Massimo est sombre, tendu, souvent fermé, Nacho paraît plus lumineux, plus disponible, plus calme. Le film joue énormément là-dessus. Il ne fait pas de Nacho un personnage totalement ordinaire. Bien sûr, lui aussi appartient à un monde de richesse, de danger et de secrets. Mais son énergie est différente. Il donne à Laura une sensation d'espace. Il lui parle comme si elle pouvait choisir. Il lui offre l'impression, vraie ou fausse, d'être regardée autrement que comme une possession précieuse. Et pour Laura, après tout ce qu'elle a vécu, cette différence pèse lourd. Ce qui est malin, même dans un film qui n'est pas toujours subtil, c'est que Nacho n'a pas besoin d'être parfait pour devenir séduisant. Il doit seulement représenter une échappatoire. Parfois,
Dans une histoire d'amour, la personne qui arrive après une relation intense n'a pas besoin de remplacer totalement l'autre. Elle devient attirante parce qu'elle offre un contraste. Elle montre qu'un autre rythme est possible. Une autre manière d'être aimé, une autre façon de respirer dans sa propre peau. C'est exactement le rôle de Nacho dans cette partie de l'histoire. Il n'efface pas Massimo, mais il révèle ce que Massimo ne donne plus. Et Laura se retrouve dans cet entre-deux qui est le vrai cœur du film. Elle n'est pas simplement attirée, elle est divisée. Le film insiste sur son regard, sur ses silences, sur ses moments d'absence. On sent qu'elle observe sa propre vie comme si elle ne savait plus très bien comment elle en est arrivée là. Elle vit dans un monde où tout est spectaculaire, mais sa question intérieure est presque banale, presque universelle. Est-ce que je reste avec quelqu'un parce que je l'aime, encore, ou parce que je n'arrive pas à me détacher de ce que cette histoire a représenté pour moi? C'est une question que beaucoup de spectateurs peuvent reconnaître, même si le décor du film est volontairement irréaliste. Évidemment, la plupart des gens ne vivent pas dans une romance de mafia luxueuse, avec villa, yacht, plage et secrets de famille. Mais l'idée de rester attaché à une relation parce qu'elle a été intense, parce qu'elle a marqué une période de notre vie, parce qu'elle a construit une partie de notre identité, ça, c'est beaucoup plus humain. Le film, sous son apparence de fantasme extrême, touche parfois cette vérité simple. L'intensité crée des chaînes invisibles. Passons maintenant à ce qui rend le triangle plus compliqué. Dans beaucoup de romances, le choix entre deux personnes est présenté de manière assez claire. L'un est mauvais, l'autre est bon. Ici, le film ne va pas exactement dans cette direction. Massimo n'est pas seulement un obstacle, parce qu'il reste l'homme que Laura a aimé avec une force énorme. Nacho n'est pas seulement le sauveur, parce que son monde n'est pas totalement innocent non plus. Et Laura n'est pas une juge extérieure qui pourrait comparer froidement deux options. Elle est impliquée, troublée, parfois contradictoire. C'est cette contradiction qui fait avancer le récit. Le film utilise aussi beaucoup la musique pour accompagner cette hésitation. Les chansons ne sont pas de simples fonds sonores. Elles remplacent parfois ce que les personnages ne disent pas. Quand Laura regarde au loin, quand elle danse, quand elle se souvient, quand elle s'abandonne à une sensation, la musique prend le relais du dialogue. Cela donne au film une allure de long clip romantique, presque hypnotique. Certains spectateurs trouvent cela excessif, d'autres y voient justement la signature de la saga. Dans 365 jours, l'année d'après, les émotions sont rarement murmurées. Elles sont amplifiées, stylisées, emballées dans une atmosphère très sensorielle. Cette manière de raconter peut frustrer, parce qu'elle laisse parfois peu de place à une psychologie fine. On aimerait entendre Laura exprimer plus clairement ce qu'elle ressent. On aimerait parfois que Massimo soit obligé d'affronter ses erreurs avec plus de profondeur. On aimerait aussi que Nacho soit exploré au-delà de son rôle de tentation lumineuse. Mais le film préfère fonctionner autrement. Il ne décortique pas les sentiments, il les met en scène comme des vagues. Ça monte, ça retombe, ça revient. Le spectateur ne reçoit pas toujours des explications, mais il reçoit une ambiance. Et dans cette ambiance, Laura devient presque une figure de flottement. Elle est là, entre deux hommes, entre deux vies, entre deux images d'elle-même. D'un côté, elle peut rester dans la passion dangereuse qui a défini son histoire avec Massimo. De l'autre, elle peut suivre cette promesse d'une relation moins étouffante avec Nacho. Mais le film laisse planer une question plus profonde. Est-ce qu'elle veut vraiment l'un des deux, ou est-ce qu'elle cherche d'abord à se retrouver elle-même? Parce que parfois, quand une personne hésite entre deux amours, le vrai problème n'est pas de choisir quelqu'un. Le vrai problème est de comprendre ce qu'elle a perdu en route. Massimo sent ce déplacement, et c'est ce qui nourrit sa jalousie. Il ne perd pas seulement Laura face à Nacho. Il perd l'image de Laura qui lui appartenait entièrement. Ce point est dur, mais il est essentiel pour comprendre la dynamique du film. Dans la saga, l'amour de Massimo a souvent été montré comme absolu, brûlant, prêt à tout. Mais un amour prêt à tout peut vite devenir oppressant si l'autre personne n'a plus d'espace pour exister. Dans ce troisième volet, Laura semble justement chercher cet espace. Et plus elle le cherche, plus Massimo se crispe. Nacho, de son côté, apparaît comme celui qui comprend cette envie d'espace. Il ne pousse pas toujours frontalement. Il attend, il observe, il laisse Laura venir à lui. Là encore, le film construit un contraste très net.
Massimo prend toute la place. Nacho laisse croire qu'il en offre. Cette différence suffit à créer une tension romantique forte parce qu'elle touche une envie très simple, être désiré sans être enfermé. Mais la saga étant ce qu'elle est, cette douceur apparente reste entourée de dangers, de secrets et de rivalités. Le paradis n'est jamais complètement sûr. Ce qui est intéressant, c'est que le film ne transforme pas immédiatement cette situation en grand conflit explosif. Il préfère étirer l'incertitude. Il laisse Laura vivre dans cette zone trouble où rien n'est totalement décidé. Cette lenteur peut donner une impression de répétition, mais elle correspond aussi à l'état du personnage. Laura ne sait pas, elle pense savoir à certains moments, puis elle doute à nouveau. Elle est attirée, puis elle résiste. Elle veut avancer, puis le passé revient. C'est moins une intrigue pleine de rebondissements qu'un mouvement intérieur mis en image avec beaucoup de glamour. Et c'est peut-être là que 365 jours. L'année d'après révèle le mieux sa nature. Ce n'est pas vraiment un thriller romantique, même si la mafia et les rivalités sont présentes. Ce n'est pas non plus une romance classique, parce que la relation principale est trop chargée, trop controversée, trop instable. C'est plutôt un mélodrame de désir, où chaque personnage représente une force qui tire Laura dans une direction différente. Massimo tire vers le passé, vers l'intensité, vers la promesse d'un amour qui consume tout. Nacho tire vers l'ailleurs, vers une possible renaissance, vers une douceur qui semble moins dangereuse. Et Laura, au milieu, doit écouter ce qui reste de sa propre voix. La suite de l'histoire va donc dépendre de cette voix intérieure, pas seulement des gestes de Massimo, pas seulement des promesses de Nacho. Ce qui compte, c'est de savoir si Laura va continuer à se définir par le désir des hommes autour d'elle, ou si elle va enfin imposer son propre désir comme une vérité à part entière. Et dans un film aussi obsédé par le regard, le corps et la possession, cette question devient presque plus importante que le choix amoureux lui-même. Laura est le personnage autour duquel tout tourne, mais dans 365 jours. L'année d'après, elle n'a pas toujours l'air d'être au centre de sa propre vie. Et c'est peut-être ce qui rend son parcours si particulier. Elle est désirée, observée, poursuivie, protégée, jalousée, mais elle semble souvent chercher un espace où elle pourrait simplement exister sans être constamment définie par le regard des autres. Ce n'est plus seulement une question de romance, c'est une question d'identité. Depuis le début de la saga, Laura est prise dans une histoire qui avance plus vite qu'elle. Elle a été propulsée dans un monde de danger, de luxe, de passion et de domination, un monde où chaque sentiment est amplifié jusqu'à devenir presque irréel. Au départ, cette intensité pouvait être lue comme une forme de vertige. Dans ce troisième film, elle ressemble davantage à une fatigue. Laura n'est plus seulement fascinée par ce qu'elle vit, elle en porte le poids. Et ce poids se voit dans sa manière de regarder, de se taire, de se retirer parfois de la scène, même quand elle est physiquement présente. Ce qui frappe chez elle, c'est cette hésitation permanente. Elle ne se présente pas comme une femme qui sait exactement ce qu'elle veut et qui avance avec une clarté absolue. Au contraire, elle doute, elle recule, elle revient, elle se laisse traverser par des souvenirs et par des désirs contradictoires. Et cette contradiction peut frustrer le spectateur. C'est vrai, on aimerait parfois qu'elle parle plus clairement, qu'elle tranche, qu'elle impose une direction. Mais en même temps, cette hésitation raconte quelque chose d'assez humain. Quand une relation a pris trop de place dans votre vie, il ne suffit pas de décider mentalement de s'en libérer. Le corps, la mémoire et la peur ne suivent pas toujours au même rythme. Avec Massimo, Laura a connu une passion qui ressemble à un incendie. C'est beau de loin, spectaculaire, presque hypnotique. Mais quand on s'en approche, ça brûle. Leur relation a toujours été filmée comme quelque chose de plus grand que la vie ordinaire. Mais ce gigantisme a un prix. Massimo ne représente pas seulement un homme qu'elle aime ou qu'elle a aimé. Il représente une période entière de son existence, une version d'elle-même qui a accepté de vivre dans l'excès, dans le danger, dans une forme de dépendance émotionnelle. Se détacher de Massimo, ce serait donc aussi se détacher d'une Laura ancienne. Et ça, le film le montre sans toujours le dire. Il y a des moments où Laura semble presque en deuil d'elle-même. Pas un deuil spectaculaire, pas une grande scène de larmes interminables, mais un deuil silencieux. Elle regarde sa vie luxueuse, ses vêtements, les lieux magnifiques qui l'entourent, et l'on sent que quelque chose ne suffit plus. Le décor continue de promettre le rêve,
mais elle ne le reçoit plus comme avant. C'est là que le film touche un point intéressant. Le luxe ne répare pas l'incertitude intérieure. On peut être entouré de beauté, de confort, d'attention, et se sentir quand même perdu. Même dans une saga aussi stylisée, cette idée reste forte. Nacho arrive précisément dans cette faille. Il ne séduit pas Laura seulement parce qu'il est beau ou mystérieux. Il la séduit parce qu'il apparaît au moment où elle n'arrive plus à respirer dans son histoire avec Massimo. Il représente une porte entr'ouverte. Et parfois, une porte entr'ouverte suffit à bouleverser quelqu'un. Ce n'est pas forcément la personne derrière la porte qui compte d'abord. C'est la possibilité de sortir. Pour Laura, Nacho devient cette possibilité-là. L'idée qu'une autre vie pourrait exister, une vie où son désir ne serait pas constamment mêlé à la peur, à la jalousie ou au contrôle. Mais le film ne rend pas cette tentation complètement simple. Laura n'est pas montrée comme quelqu'un qui passerait froidement d'un homme à un autre. Elle est attirée par Nacho, oui, mais elle reste tentée par Massimo. Elle a des élans, puis des retenues. Elle veut se rapprocher, puis elle semble se souvenir de ce que cela implique. Ce mouvement de va-et-vient est au cœur du personnage, et même si le scénario peut parfois donner l'impression de tourner en rond, cette répétition traduit aussi une vérité émotionnelle. Certaines décisions ne se prennent pas en ligne droite. Elles se prennent par petits détachements, par rechutes, par moments de lucidité et par moments de faiblesse. Ce qui est fascinant, c'est que Laura cherche le contrôle au moment même où tout le monde autour d'elle semble vouloir décider de la direction de son histoire. Massimo veut retrouver sa place, Nacho veut être choisi. Le monde autour d'eux veut transformer cette tension en destin romantique, mais Laura, elle, essaie de comprendre ce qu'elle veut vraiment. Et cette nuance change beaucoup de choses, parce que si le film était seulement l'histoire de deux hommes qui se disputent une femme, il serait beaucoup plus limité. Ce qui lui donne un peu plus de relief, c'est l'idée que Laura doit cesser d'être le centre passif d'un conflit masculin pour devenir le sujet de son propre choix. Bien sûr, le film n'accomplit pas toujours cette idée avec la finesse qu'on pourrait espérer. Il continue souvent de filmer Laura comme une image de désir, avant de la filmer comme une conscience complexe. La caméra insiste sur sa beauté, sur son corps, sur son pouvoir de fascination. C'est une signature de la saga, mais c'est aussi une limite. Quand une héroïne cherche sa liberté, mais qu'elle est constamment regardée comme un objet de fantasme, il y a une tension que le film ne résout jamais totalement. Et cette tension explique sans doute pourquoi la trilogie divise autant. Certains y voient une fantaisie sensuelle assumée, d'autres y voient une contradiction difficile à accepter. Cette contradiction se ressent particulièrement dans les scènes où Laura semble vouloir reprendre la main sur son désir. Elle n'est pas seulement désirée, elle désire aussi. Elle observe, elle choisit, elle provoque parfois, elle se laisse aller à ses propres envies. Le film veut clairement lui donner une part d'initiative. Mais cette initiative reste prise dans un univers où les hommes autour d'elle sont démesurément puissants, protecteurs, possessifs ou mystérieux. Autrement dit, Laura veut être libre, mais le monde du film continue de construire sa liberté à travers des figures masculines. C'est là que l'analyse devient intéressante. Le récit parle d'émancipation, mais il utilise encore les codes du fantasme de possession. Il y a un aspect de Laura qu'on n'aborde presque jamais quand on parle de ce film, sa solitude. On parle souvent de son couple, de son attirance pour Nacho, de la sensualité, des scènes provocantes, des réactions du public. Mais Laura est profondément seule. Elle est entourée, oui, mais rarement comprise. Elle a des proches, mais la mécanique du film la place surtout dans des face-à-face amoureux ou conflictuels. Elle porte une confusion que personne ne peut vraiment résoudre à sa place. Et cette solitude donne une mélancolie discrète à certains passages, même quand le film reste très glamour en surface. Cette solitude est renforcée par le fait que Laura ne peut pas revenir à une vie normale. C'est un point essentiel. Après tout ce qu'elle a vécu avec Massimo, après son entrée dans ce monde dangereux et luxueux, après l'apparition de Nacho, elle ne peut pas simplement redevenir la femme qu'elle était avant. Son passé récent l'a transformée. Même si elle quittait tout, elle garderait en elle la trace de cette histoire. Le film ne le formule pas forcément avec beaucoup de profondeur, mais il le suggère par cette impression constante d'entre-deux. Laura ne peut pas revenir en arrière, mais elle ne sait pas encore comment avancer.
Et c'est peut-être pour cela que son désir paraît si instable. Ce n'est pas seulement un désir amoureux ou physique, c'est un désir de direction. Elle veut sentir que sa vie lui appartient encore. Elle veut retrouver une certitude intime. Elle veut pouvoir dire oui ou non sans que ce choix soit englouti par la puissance des hommes qui l'entourent. C'est là que son hésitation prend une dimension plus large. Laura ne choisit pas seulement entre Massimo et Nacho. Elle essaie de choisir entre rester dans une histoire qui l'a consumée ou devenir quelqu'un qui ne se laisse plus consumer. La mise en scène accompagne cette idée d'une manière très sensorielle. Laura est souvent filmée dans des espaces ouverts, lumineux, paradisiaques, mais son visage garde une tension intérieure. C'est comme si le film créait volontairement une contradiction entre l'extérieur et l'intérieur. À l'extérieur, tout semble parfait. À l'intérieur, tout tremble. Cette opposition est simple, mais efficace. Elle rappelle que les lieux de rêve ne garantissent pas une vie rêvée. Une plage magnifique peut devenir un décor de confusion. Une villa somptueuse peut ressembler à une cage si l'on ne sait plus pourquoi on y reste. On peut aussi lire Laura comme une héroïne prisonnière d'un genre. La saga appartient à une tradition de romance sombre, où l'amour est mélangé au danger, où le partenaire masculin est souvent dominateur, riche, inaccessible, presque menaçant. Ce type de fiction repose sur un fantasme très ancien, celui d'être choisi par quelqu'un de puissant, quelqu'un qui pourrait tout donner, tout risquer, tout bouleverser. Mais 365 jours, l'année d'après montre aussi la limite de ce fantasme. Être choisi par quelqu'un de puissant, ce n'est pas la même chose qu'être libre. Et Laura semble le comprendre peu à peu. Ce qui rend son personnage parfois troublant, c'est qu'elle ne rejette pas totalement ce fantasme. Elle en connaît le danger, mais elle en reste attirée. Elle sait que Massimo peut l'étouffer, mais elle n'est pas insensible à la force de ce qu'ils ont vécu. Elle voit en Nacho une alternative, mais cette alternative est elle aussi enveloppée de mystère et de séduction. Laura n'est donc pas une héroïne purement rationnelle. Elle est humaine dans sa contradiction. Elle peut vouloir une chose et être attirée par son contraire. Elle peut savoir qu'un chemin est risqué et y penser quand même. C'est frustrant, mais c'est crédible émotionnellement. Et c'est justement cette émotion qui maintient le film en mouvement. L'intrigue, au fond, pourrait être racontée assez simplement. Mais le vrai sujet n'est pas la succession des événements. Le vrai sujet, c'est l'état intérieur de Laura, une femme qui a été plongée dans une passion extrême, qui a perdu une partie de ses repères et qui doit maintenant comprendre si son désir lui appartient encore. Le film est imparfait, parfois excessif, parfois trop lisse. Mais il tourne autour d'une question qui dépasse largement son univers de luxe. Comment reprendre possession de soi après avoir été englouti par une histoire trop grande? C'est cette question qui prépare la suite, parce que pour comprendre Laura, il faut maintenant regarder Massimo autrement, non pas seulement comme l'homme séduisant et dangereux de la saga, mais comme un personnage construit autour de la peur de perdre. Sa jalousie, son silence, son besoin de contrôle, tout cela ne vient pas de nulle part, et dans le prochain mouvement de l'histoire, c'est cette peur masculine qui va devenir impossible à ignorer. Massimo est l'un de ces personnages qu'on ne peut pas vraiment regarder de manière neutre. Pour certains spectateurs, il incarne le fantasme absolu. Beauté, richesse, pouvoir, danger, intensité, loyauté passionnelle. Pour d'autres, il représente exactement ce que la saga a de plus problématique. Un homme qui confond souvent amour et possession, protection et contrôle, désir et domination. Et dans 365 jours, l'année d'après, cette contradiction devient encore plus visible parce que Massimo n'est plus seulement celui qui attire Laura. Il devient aussi celui qui a peur de la perdre. Ce changement est important. Dans le premier film, Massimo contrôlait presque tout. Il imposait son monde, son rythme, ses règles. Même quand il était vulnérable, même quand il parlait d'amour, la mise en scène lui donnait une autorité énorme. Il était la force qui déplaçait l'histoire. Dans ce troisième volet, quelque chose s'est inversé. Massimo reste puissant, bien sûr. Il garde cette présence froide, cette manière de traverser une pièce comme s'il possédait déjà l'air que les autres respirent. Mais face à Laura, il n'a plus la même certitude. Il sent que quelque chose lui échappe. Et chez un personnage construit sur le contrôle, cette perte d'emprise devient presque une blessure narcissique. La jalousie de Massimo n'est donc pas seulement romantique, elle est identitaire.
Il ne supporte pas simplement l'idée que Laura puisse désirer Nacho. Il ne supporte pas que Laura puisse se définir en dehors de lui. C'est plus profond et franchement plus dérangeant. Quand quelqu'un aime vraiment, il peut souffrir d'être quitté, bien sûr, mais il doit accepter que l'autre reste une personne libre. Massimo, lui, a du mal avec cette frontière. Son amour veut tout absorber. Il veut être le centre, la réponse, la maison, le danger et le refuge en même temps. C'est une vision très spectaculaire de la passion, mais dans la vie réelle, ce genre d'amour peut devenir étouffant. Le film joue beaucoup avec cette ambiguïté. Il ne présente pas Massimo comme un simple méchant. Ce serait trop facile et ce ne serait pas fidèle à l'énergie de la saga. Il le filme encore comme un homme désirable, charismatique, presque magnétique. La caméra aime son visage fermé, ses costumes, sa démarche, sa colère contenue. On comprend très bien pourquoi Laura peut rester attachée à lui. Mais en même temps, le récit laisse voir les limites de cette fascination. Plus Massimo essaie de retenir Laura, plus il révèle son incapacité à l'aimer sans vouloir la posséder. Et c'est là que le fantasme commence à se fissurer. Ce n'est pas anodin. Ce choix artistique va changer tout le regard qu'on peut porter sur la trilogie. Car depuis le départ, 365 jours repose sur une promesse très risquée, transformer une dynamique de domination en romance de luxe. Le film invite le public à entrer dans un fantasme où le danger est stylisé, où la contrainte devient tension érotique, où le pouvoir masculin est emballé dans une esthétique de rêve. Mais dans l'année d'après, la question devient plus difficile à éviter. Qu'est-ce qui reste de ce fantasme quand Laura commence à vouloir autre chose? Si elle ne veut plus être seulement l'objet de ce désir total, alors toute la mécanique romantique de la saga tremble. Massimo ne sait pas aimer doucement. C'est peut-être la phrase qui résume le mieux son personnage. Chez lui, tout est intensité. Le regard, le silence, la colère, la tendresse, même la douleur. Il ne parle pas comme quelqu'un qui négocie avec le réel. Il agit comme quelqu'un qui veut plier le réel à sa volonté. Cette énergie peut être séduisante dans une fiction, parce qu'elle donne l'impression d'un amour plus fort que les règles ordinaires. Mais le film nous oblige aussi à voir le revers. Un amour qui ne connaît pas la mesure peut devenir incapable d'écouter. Et Laura a précisément besoin d'être écoutée, pas seulement désirée, pas seulement admirée, pas seulement protégée. Elle a besoin qu'on reconnaisse son trouble, son hésitation, son droit de ne pas savoir. Or Massimo réagit souvent comme si son doute était une trahison. Pour lui, l'amour devrait être clair, absolu, évident. Mais Laura n'est plus dans cette évidence. Elle a traversé trop de choses. Elle a changé. Et le drame de Massimo, c'est qu'il semble vouloir retrouver la Laura d'avant au lieu d'accepter la femme qui se tient devant lui maintenant. Cette difficulté donne au personnage une forme de tragédie. Attention, pas une tragédie qui excuse tout. Ce n'est pas parce qu'un personnage souffre qu'il devient innocent. Mais Massimo est intéressant parce qu'il est prisonnier de son propre mythe. Il a construit toute son image autour de la puissance, du contrôle et de la passion. Alors, quand il est confronté à une situation où la seule réponse juste serait peut-être la patience, la douceur, la confiance, il se retrouve presque démuni. Il sait posséder, il sait défendre, il sait menacer, il sait séduire, mais sait-il laisser partir? Voilà la vraie question. Dans une romance classique, ce genre de personnage pourrait évoluer vers une prise de conscience nette. Il comprendrait ses erreurs, demanderait pardon, changerait profondément. Ici, le film reste beaucoup plus ambigu. Massimo montre des failles, mais il ne se transforme pas complètement sous nos yeux. La saga préfère garder son aura intacte. Elle veut qu'il reste dangereux, mystérieux, désirable. Elle ne veut pas trop le ramener à une psychologie ordinaire. Et c'est justement ce choix qui divise. Pour certains, cela maintient la puissance du fantasme. Pour d'autres, cela empêche le film de regarder vraiment en face les problèmes qu'il met en scène. La jalousie devient alors une sorte de langage. Massimo ne dit pas toujours clairement ce qu'il ressent, mais son corps le dit, sa tension le dit, ses regards le disent. Chaque fois que Nacho existe dans l'espace de Laura, Massimo semble perdre une partie de sa stabilité. Il ne s'agit pas seulement de rivalité masculine. Il s'agit d'une guerre contre l'idée même que Laura puisse avoir un désir autonome. Nacho n'est pas dangereux uniquement parce qu'il peut prendre Laura. Il est dangereux parce qu'il montre à Laura qu'elle peut vouloir autrement. Et si on regarde bien, c'est là que la trilogie devient presque plus intéressante malgré elle.
Elle a commencé en vendant un fantasme de possession romantique et elle finit par devoir affronter la conséquence logique de ce fantasme. Une personnalité finit par chercher un espace à elle. Même dans un univers aussi stylisé, même dans un récit qui aime l'excès, cette logique émotionnelle fonctionne. Laura ne peut pas rester éternellement l'objet d'une passion écrasante. À un moment, elle doit devenir sujet. Et Massimo, lui, doit comprendre que l'amour ne survit pas seulement par intensité. Il survit par reconnaissance de l'autre. Ce que le film montre aussi, c'est que le pouvoir de Massimo est très théâtral. Il a l'apparence du pouvoir absolu. Les hommes autour de lui, l'argent, les lieux luxueux, la violence suggérée, la posture de chef. Mais quand il s'agit de reconstruire un lien intime, tout cela ne sert presque à rien. On peut commander un monde extérieur, mais on ne peut pas commander la confiance. On peut obtenir le silence des autres, mais pas la paix intérieure d'une personne qu'on a blessée. Cette différence entre pouvoir extérieur et impuissance intime donne au personnage sa tension la plus intéressante. Derrière les décors, derrière les costumes et les regards sombres, Massimo ressemble à quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de la vulnérabilité. Il la cache sous la dureté. Il transforme la peur en autorité. Il répond au risque de perdre Laura par une crispation qui l'éloigne encore plus d'elle. C'est un cercle assez triste, au fond. Plus il a peur, plus il contrôle. Plus il contrôle, plus Laura étouffe. Plus Laura étouffe, plus elle regarde vers ailleurs. Et plus elle regarde vers ailleurs, plus Massimo a peur. Ce mécanisme est simple, mais il est au cœur du film. Il faut aussi parler de l'image de Michael Morone dans tout cela. Son interprétation repose beaucoup sur la présence physique, sur une forme de retenue intense, sur des regards longs et des silences chargés. Ce n'est pas un rôle très bavard, ni un rôle qui permet de grands monologues psychologiques. Massimo existe surtout par l'atmosphère qu'il crée. Quand il entre dans une scène, la tension change. Et c'est précisément pour cela que le personnage fonctionne dans l'univers de la saga. Il est moins écrit comme un homme réaliste que comme une force. Une force attirante, inquiétante, parfois romantisée, parfois oppressante. Cette dimension explique aussi pourquoi le public se divise autant. Les spectateurs qui acceptent le film comme pur fantasme peuvent voir Massimo comme une figure de fiction, un personnage excessif dans un monde excessif, sans chercher à le transposer dans la réalité. Mais ceux qui regardent la dynamique relationnelle de plus près voient autre chose. Un modèle amoureux dangereux, présenté avec suffisamment de glamour pour devenir séduisant. Les deux lectures existent, et c'est pour cela que parler de Massimo demande un minimum de nuances. On ne peut pas simplement dire qu'il est fascinant. On ne peut pas simplement dire qu'il est condamnable. Il est les deux dans la mécanique du film. Mais cette nuance ne doit pas faire oublier le point central. 365 jours. L'année d'après montre un homme qui doit faire face à la limite de son propre pouvoir. Massimo peut encore attirer Laura, mais il ne peut plus l'absorber complètement. Il peut encore provoquer du désir, mais il ne peut plus effacer le doute. Il peut encore incarner la passion, mais il ne peut plus empêcher Laura d'imaginer une autre vie. Et dans une saga bâtie sur l'idée d'un amour irrésistible, c'est un renversement énorme. Ce renversement prépare naturellement la place de Nacho. Car si Massimo représente le feu qui brûle trop fort, Nacho représente cette lumière plus douce qui semble offrir une sortie. Mais une sortie est-elle toujours une liberté? Est-ce que Nacho est vraiment une alternative, ou simplement une autre forme de fantasme, plus agréable à regarder parce qu'elle paraît moins dangereuse? Pour comprendre cela, il faut maintenant se tourner vers lui, vers l'esthétique du film, vers la musique, et vers cette idée d'évasion romantique qui donne à l'année d'après son parfum si particulier. Nacho entre dans 365 jours, l'année d'après comme une promesse de respiration. Après Massimo, après la tension, après cette passion qui ressemble parfois à une pièce sans fenêtre, il apporte quelque chose de différent. Ce n'est pas seulement une question de charme ou de beauté physique, même si le film insiste évidemment beaucoup là-dessus. Nacho représente surtout une autre température émotionnelle. Là où Massimo brûle, Nacho semble réchauffer. Là où Massimo serre, Nacho donne l'impression de laisser de l'espace. Et dans l'état où se trouve Laura, cette différence peut devenir irrésistible. Ce qui est intéressant, c'est que Nacho n'est pas présenté comme un homme banal, simple, ordinaire, qui ramènerait Laura à une vie plus calme. Ce serait une autre histoire.
Lui aussi appartient à un monde de privilèges, de secrets, de dangers et de séduction. Mais le film avec une douceur plus solaire. Sa présence est associée à l'ouverture, à la lumière, à la mer, à un rythme moins oppressant. Il n'est pas exactement le réel face au fantasme. Il est plutôt un autre fantasme, mais un fantasme qui semble moins violent, moins enfermant, presque thérapeutique. Et c'est pour cela qu'il fonctionne aussi bien dans le triangle amoureux. Parce que Laura ne cherche pas seulement un homme, elle cherche une sensation de liberté, de choix, de légèreté. Nacho lui donne l'impression qu'elle peut respirer sans être surveillée à chaque instant par la peur de blesser, de trahir ou de déclencher une colère. C'est très important dans la dynamique du film. Quand quelqu'un sort d'une relation intense, il peut être attiré non pas par la perfection d'une nouvelle personne, mais par le calme que cette personne semble offrir. Nacho devient ce calme-là, même si son univers à lui n'est pas entièrement innocent. Le film le comprend très bien visuellement. Dès que Nacho prend plus de place dans l'histoire, l'image semble s'alléger. Les paysages s'ouvrent. Les couleurs deviennent plus chaudes. Les scènes respirent davantage. On a l'impression que la mise en scène veut faire ressentir au spectateur ce que Laura ressent. Une échappée, une pause dans la tension, une possibilité de plaisir sans la même menace immédiate. C'est presque comme si Nacho n'était pas seulement un personnage, mais un décor émotionnel. Il porte avec lui une ambiance. Ce décor émotionnel est essentiel, parce que 365 jours, l'année d'après, est un film qui raconte beaucoup par l'atmosphère. Il ne faut pas attendre de lui une intrigue dense, pleine de rebondissements complexes ou de dialogues très fouillés. Sa logique est plutôt sensorielle. Le film veut que l'on ressente l'hésitation de Laura à travers la musique, les regards, les lieux, les corps, les ralentis, les silences. Et Nacho est au cœur de cette stratégie. Il est l'image d'un ailleurs désirable, un ailleurs suffisamment proche pour être touché, mais suffisamment irréel pour rester dans le domaine du rêve. C'est là que le film assume pleinement son côté escapiste. Il propose un monde où les émotions se vivent dans des villas magnifiques, dans des paysages méditerranéens, dans des chambres parfaites, avec des vêtements choisis comme dans un magazine. On pourrait trouver cela superficiel, et parfois ça l'est. Mais ce n'est pas accidentel. La saga 365 jours a toujours fonctionné comme une fantaisie de luxe. Elle ne cherche pas à montrer la complexité sociale du monde réel. Elle fabrique une bulle, et dans cette bulle, le désir devient plus grand, plus brillant, plus théâtral. Nacho appartient complètement à cette bulle. Il n'est pas là pour ramener Laura dans une cuisine ordinaire, un appartement modeste, une routine quotidienne. Il ne lui propose pas la normalité. Il lui propose une autre version du rêve. Ce point est important, parce qu'il empêche le film d'être une simple opposition entre danger et sécurité. Nacho n'est pas la sécurité pure. Il est une illusion de sécurité, enveloppée dans une esthétique plus douce que celle de Massimo. Et c'est précisément ce qui rend le choix de Laura plus trouble. Elle ne choisit pas entre le réel et le fantasme. Elle choisit entre deux fantasmes. La musique renforce énormément cette impression. Dans l'année d'après, les chansons ne servent pas seulement à accompagner les scènes. Elles les portent, parfois même plus que les dialogues. Le film utilise la musique comme un langage émotionnel. Quand les personnages ne disent pas ce qu'ils ressentent, une chanson vient le faire à leur place. Quand une scène doit devenir plus intense, plus mélancolique ou plus sensuelle, la musique monte et transforme le moment en presque clip. C'est une signature de la trilogie et elle peut diviser. Certains spectateurs y voient une faiblesse narrative, comme si le film remplaçait l'écriture par l'ambiance. D'autres y trouvent justement ce qui rend la saga immédiatement reconnaissable. Avec Nacho, cette dimension musicale devient encore plus importante. Il est souvent associé à des moments où Laura semble se laisser porter, où elle cesse de lutter contre tout, où son esprit glisse vers une possibilité plus douce. La musique crée alors une sorte d'intimité artificielle, mais efficace. On n'a pas forcément besoin d'un long dialogue pour comprendre ce que Laura ressent. Le film préfère une chanson, un regard, une lumière sur la peau, une mer calme au loin. C'est simple, parfois trop appuyé, mais dans le langage de cette saga, c'est cohérent. Et puis il y a la question du corps. Dans 365 jours, l'année d'après, les corps sont filmés comme des paysages. C'est vrai pour Laura, pour Massimo, pour Nacho. La caméra s'attarde, compose, stylise. Elle ne cherche pas la banalité d'un geste quotidien.
elle cherche l'image désirable. Là encore, on peut y voir une limite, parce que les personnages risquent de devenir des figures de fantasmes plus que des êtres réellement complexes. Mais on peut aussi comprendre que cette esthétique fait partie du contrat avec le public. La saga ne vend pas seulement une histoire, elle vend une sensation de luxe, de désir, d'interdit, de beauté excessive. Nacho est donc construit comme une réponse visuelle à Massimo. Massimo est souvent associé à la tension, aux intérieurs sombres, au regard dur, à une forme de puissance fermée. Nacho, lui, paraît plus fluide. Son énergie est moins verticale, moins imposante. Il ne domine pas la scène de la même manière. Il invite davantage qu'il n'impose. Et même si cette différence reste très stylisée, elle permet au spectateur de comprendre pourquoi Laura peut se sentir attirée vers lui. Elle ne voit pas seulement un autre homme. Elle voit une autre manière d'être désirée, mais il faut rester prudent. Le film veut que Nacho apparaisse comme l'alternative plus saine, mais il ne l'arrache jamais complètement au monde du fantasme dangereux. Il a lui aussi son héritage, ses secrets, son lien avec des rivalités familiales et des enjeux qui dépassent une simple romance. C'est là que le personnage devient intéressant à analyser. Il est plus doux que Massimo, mais pas entièrement libre de l'univers qui a blessé Laura. Il propose une sortie, oui, mais cette sortie passe encore par un monde masculin puissant, riche, codé par le secret et le danger. Autrement dit, Laura ne sort pas vraiment du labyrinthe. Elle en découvre un couloir plus lumineux. Ce détail change la lecture du film. Si Nacho était totalement extérieur à la logique de Massimo, il représenterait une rupture claire. Mais puisqu'il appartient lui aussi à un univers de pouvoir, il devient plutôt une variation, une version plus tendre, plus romantique, plus acceptable du même imaginaire. Et cela pose une vraie question. Laura est-elle en train de se libérer, ou simplement de déplacer son désir vers une forme de domination plus douce? Le film ne répond pas frontalement, mais cette question flotte dans tout le récit. Ce qui rend Nacho séduisant, c'est qu'il semble offrir à Laura la possibilité d'être choisie sans être enfermée. Il l'écoute davantage, il lui laisse le temps, il semble comprendre ses hésitations. Et dans une histoire où Massimo réagit souvent au doute par la crispation, cette patience devient extrêmement puissante. Parfois, le geste le plus romantique n'est pas une déclaration spectaculaire, c'est simplement de ne pas forcer, de laisser l'autre venir, de respecter le silence. Nacho incarne cette idée, au moins dans l'image que le film veut construire de lui. Pourtant, même cette douceur peut être lue comme une stratégie narrative. Le film a besoin que le public croie à Nacho. Il doit être suffisamment attirant pour que l'hésitation de Laura paraisse crédible. S'il était trop fade, le triangle s'effondrerait. S'il était trop inquiétant, il ne représenterait plus une alternative. Il doit donc rester dans cet équilibre précis, mystérieux mais rassurant, séduisant mais moins menaçant, intense mais moins possessif. C'est un rôle délicat parce qu'il existe surtout en contraste avec Massimo. Il est défini par ce qu'il n'est pas. Et c'est peut-être la limite du personnage. Nacho fascine parce qu'il arrive au bon moment dans la vie de Laura. Mais le film ne lui donne pas toujours l'épaisseur nécessaire pour exister totalement seul. Il est un refuge, un miroir, une tentation, un symbole d'ailleurs. Mais qui est-il quand Laura n'est pas au centre de la scène? Que veut-il au-delà d'elle? Qu'est-ce qui le construit intérieurement? Ces questions restent assez ouvertes. Le film préfère préserver son aura plutôt que l'ancrer dans une psychologie trop précise. Comme souvent dans cette saga, le mystère est plus important que l'explication. L'évasion romantique du film fonctionne donc grâce à une combinaison très calculée. Nacho comme promesse, la musique comme émotion directe, les décors comme rêve éveillé et Laura comme point de tension entre désir et liberté. Tout est pensé pour créer une expérience sensorielle. On ne regarde pas seulement ce qui se passe. On est invité à flotter dans une ambiance. C'est ce qui explique que, malgré les critiques très dures, certains spectateurs continuent de se laisser porter. Ils ne cherchent pas un réalisme psychologique. Ils cherchent un monde parallèle, excessif, brillant, où les sentiments prennent la forme d'un clip de 2 heures. Mais cette stratégie a un prix. À force de privilégier l'atmosphère, le film laisse parfois ses conflits les plus intéressants en surface. La question de Laura, celle de sa liberté réelle, mériterait des scènes plus intimes, plus parlées, plus profondément construites. La question de Nacho,
celle de son rôle exact dans cette libération possible, mériterait aussi davantage de nuances. Le film préfère la sensation immédiate. Il donne au spectateur des images séduisantes, mais il garde une partie de ses personnages dans le flou. Pour un public attiré par le fantasme, ce flou peut être agréable. Pour un public qui attend une vraie exploration émotionnelle, il peut devenir frustrant. Et pourtant, ce flou correspond peut-être au sujet même du film. Laura ne voit pas tout clairement. Elle avance dans une zone de désir, de doute, d'illusion et de projection. Nacho n'est peut-être pas seulement ce qu'il est, il est ce que Laura a besoin qu'il soit à ce moment précis. Une pause, une promesse, un horizon, une façon de se dire que sa vie ne se limite pas à Massimo. Et parfois, dans une période de confusion, on ne tombe pas amoureux d'une personne entière. On tombe amoureux de ce qu'elle semble rendre possible. C'est pour cela que le rôle de Nacho est si important dans l'année d'après. Il n'est pas simplement le rival qui vient menacer le couple principal. Il est la preuve vivante que Laura peut encore imaginer autre chose. Même si cette autre chose reste imparfait, même s'il reste pris dans les codes du luxe et du danger, il ouvre une brèche. Et dans une saga où l'amour a souvent été présenté comme une force qui enferme, cette brèche suffit à changer toute la dynamique. La suite logique, maintenant, c'est de quitter un peu le triangle amoureux pour regarder comment ce film a été fabriqué comme objet de streaming international. Parce que 365 jours, l'année d'après n'est pas seulement une histoire de personnages, c'est aussi le produit d'une stratégie Netflix, d'une production polonaise devenue mondiale et d'une manière très contemporaine de créer un phénomène culturel sans passer par les salles de cinéma traditionnelles. Pour comprendre 365 jours, l'année d'après, il faut aussi le regarder comme un objet de production, pas seulement comme une romance, pas seulement comme la suite d'une histoire entre Laura, Massimo et Nacho, mais comme le résultat d'un phénomène très particulier, une saga polonaise qui, grâce à Netflix, a réussi à circuler bien au-delà de son marché d'origine. Et ça, dans le paysage audiovisuel européen récent, ce n'est pas anodin. À l'origine, l'univers de 365 jours vient des romans de Blanka Lipinska. Le premier film avait déjà attiré énormément d'attention, en partie pour son contenu provoquant, en partie pour la curiosité qu'il suscitait. Quand une œuvre devient aussi discutée, une plateforme comme Netflix sait très bien qu'elle possède quelque chose de précieux, même si la critique est sévère. Parce que dans l'économie du streaming, la conversation compte énormément. Un film peut être mal noté, moqué, attaqué, mais s'il pousse les gens à cliquer, à regarder, à réagir, à en parler, il devient un événement de plateforme. C'est exactement ce qui rend la stratégie autour de la trilogie fascinante. Les deux suites 365 jours, Au lendemain et 365 jours, l'année d'après, arrivent toutes les deux en 2022. Ce rythme rapide donne l'impression d'une production pensée pour nourrir immédiatement la demande du public. On ne laisse pas la curiosité refroidir, on ne laisse pas les discussions s'éteindre pendant des années. On avance vite, on complète la trilogie, on transforme l'attention en continuité. C'est une logique très différente de celle du cinéma traditionnel, où les suites demandent souvent plus de temps, plus de promotion, plus d'attente. Ce choix correspond parfaitement à l'époque du streaming. Sur Netflix, un film peut devenir mondial en quelques jours. Il peut être regardé dans des pays très différents, par des publics qui ne partagent pas forcément les mêmes habitudes cinématographiques. Une production polonaise peut ainsi entrer dans les foyers français, belges, suisses, espagnols, brésiliens ou américains, sans passer par le circuit classique des salles. C'est une révolution silencieuse, mais énorme. Avant, un film européen de ce type aurait probablement eu une diffusion beaucoup plus limitée. Avec Netflix, il devient disponible presque partout, immédiatement, avec sous-titres et doublage adapté. Mais cette circulation mondiale a aussi une conséquence sur le style du film. 365 jours. L'année d'après ne ressemble pas à un film très enraciné dans une réalité locale précise. Il ne cherche pas à montrer la Pologne quotidienne, ni une culture nationale de manière profonde. Il adopte plutôt une esthétique internationale. Villas, plages, hôtels, fêtes, vêtements de luxe, voitures, musique pop, corps glamourisé. Tout cela forme un langage que beaucoup de spectateurs peuvent reconnaître instantanément. C'est presque une langue visuelle commune du streaming mondial. Peu importe le pays, le message est clair.
Vous entrez dans un monde de désir et de luxe. Cette esthétique internationale peut donner une impression d'uniformité. On pourrait dire que le film ressemble parfois davantage à un long clip de luxe qu'à un drame ancré dans un territoire. Mais c'est aussi ce qui lui permet d'être compris immédiatement par un public très large. Il n'a pas besoin d'expliquer longuement son univers. Les signes sont simples. La mer signifie l'évasion, la villa signifie le pouvoir, la fête signifie la tentation, la chambre immense signifie l'intimité spectaculaire, le costume de Massimo signifie la domination sociale, la lumière plus douce autour de Nacho signifie la promesse d'un apaisement. Tout est lisible en quelques secondes. La mise en scène de Barbara Biaovoz et Thomas Mendes suit cette logique. Elle privilégie la sensation, l'atmosphère, la surface brillante. Les scènes sont souvent construites autour d'un regard, d'un mouvement de corps, d'une chanson, d'un décor. Le film n'a pas peur de ralentir l'action pour laisser une image durer. Dans un cinéma plus classique, on pourrait trouver cela excessif ou répétitif. Ici, c'est presque le principe même de la saga. Le récit avance parfois moins par événement que par variation d'ambiance. On passe d'une tension conjugale à une échappée romantique, d'une scène de jalousie à un moment de séduction, d'un silence lourd à une musique qui envahit tout. Ce style explique pourquoi la trilogie est si reconnaissable. Même quelqu'un qui n'a vu que quelques minutes peut identifier l'univers. Les plans sont lisses, la lumière est sensuelle, le montage aime les moments suspendus, la musique occupe un espace énorme. On est loin d'un réalisme brut. On est dans une esthétique publicitaire assumée, où chaque détail doit contribuer à une forme de fantasme visuel. Le film ne demande pas au spectateur de croire que cette vie existe vraiment. Il lui demande plutôt de s'abandonner à l'idée que cette vie pourrait exister quelque part, dans une bulle de fiction. Ce qui est fascinant maintenant, c'est de voir comment cette esthétique sert aussi la stratégie de la franchise. 365 jours. L'année d'après devait conclure ou au moins prolonger un attachement déjà créé. Le public venait chercher des personnages, une atmosphère, une tension romantique, des scènes sensuelles, des paysages, une musique, une forme de scandale doux autour de la question. Jusqu'où le film va-t-il aller? La production n'avait donc pas forcément besoin de tout réinventer. Elle devait offrir une continuité reconnaissable. Trop changer aurait risqué de décevoir ceux qui étaient venus précisément pour cette formule. Mais cette fidélité à la formule a un double effet. Pour les spectateurs déjà séduits par l'univers, elle crée un confort. On retrouve les codes attendus, les visages, les dilemmes, les moments de luxe. Pour les spectateurs plus critiques, elle peut au contraire renforcer l'impression que le film ne progresse pas assez, qu'il reste prisonnier de ses propres mécanismes. C'est le paradoxe des franchises très marqué. Ce qui plaît aux fans peut devenir exactement ce qui agace les autres. Dans le cas de 365 jours, cette tension est encore plus forte parce que la saga a toujours été regardée à la fois avec fascination et avec rejet. Le rythme de production rapide joue aussi sur la perception du film. Quand une suite sort très vite, elle peut donner une impression d'urgence commerciale. Certains spectateurs peuvent se dire que la plateforme exploite le phénomène pendant qu'il est encore chaud. Mais on peut aussi le voir autrement. La trilogie fonctionne presque comme une série condensée en film. Les épisodes arrivent rapprochés, les intrigues sentimentales se prolongent, les personnages évoluent par blocs successifs. Dans cette logique, l'année d'après est moins un film isolé qu'un final de saison très long, avec tous les excès et toutes les limites que cela implique. Cette dimension sérielle explique aussi certaines répétitions. Le film revient souvent aux mêmes émotions, le doute de Laura, la jalousie de Massimo, la douceur tentatrice de Nacho, les regards chargés, les chansons qui remplacent les confidences. Dans un film autonome, cela pourrait sembler pauvre. Dans une logique de feuilleton sentimental, c'est presque attendu. Le public ne vient pas toujours pour découvrir une mécanique narrative nouvelle. Il vient pour retrouver une tension et la voir se déplacer légèrement. Un peu comme dans certains mélodrames télévisés, l'intérêt vient moins de la surprise pure que du plaisir de rester dans un climat émotionnel familier. Derrière cela, il y a aussi la question du marché européen. Le succès international de 365 jours montre que les plateformes ont ouvert une porte immense aux productions non anglophones. On parle souvent des séries espagnoles, coréennes ou allemandes qui ont voyagé grâce au streaming,
Mais la trilogie polonaise fait partie de ce même mouvement. Elle prouve qu'une œuvre peut franchir les frontières non pas parce qu'elle ressemble au cinéma hollywoodien dans tous ses aspects, mais parce qu'elle maîtrise un langage émotionnel immédiatement exportable. Le désir, la jalousie, la richesse, le danger, la tentation, ce sont des codes qui se traduisent facilement. Pour un public francophone européen, cette circulation a quelque chose de familier et d'étrange à la fois. Familier, parce que Netflix nous a habitués à regarder des productions venues de partout, parfois doublées, parfois sous-titrées, sans même y penser. Étrange, parce que 365 jours garde malgré tout une identité de phénomène importé, un objet dont on entend parler avant de le regarder, un film qu'on lance parfois avec déjà beaucoup d'idées en tête. La réception n'est donc jamais pure. On ne découvre pas seulement une histoire. On découvre aussi une réputation. Cette réputation a forcément pesé sur la fabrication du troisième film. Quand une saga est aussi critiquée, les créateurs savent que chaque nouvelle sortie sera observée, commentée, parfois attaquée avant même que le public ait fini le visionnage. Mais ils savent aussi que cette attention garantit une visibilité. C'est un équilibre étrange. La controverse devient presque une partie de la machine promotionnelle, même quand elle n'est pas officiellement recherchée. Le film existe dans un bruit permanent. Il n'arrive jamais dans le silence. Sur le plan technique, l'année d'après reste cohérent avec les précédents volets. Le montage privilégie la fluidité sensuelle plutôt que la tension sèche. La photographie cherche la beauté immédiate. Les décors sont choisis pour leur pouvoir d'évasion. Les costumes participent à la caractérisation. Massimo est structuré, sombre, contrôlé. Laura navigue entre glamour et vulnérabilité. Nacho apparaît dans une élégance plus détendue, plus ouverte. Même sans dialogue, le film veut que le spectateur comprenne les forces en présence par l'image. Cette image est parfois plus importante que le texte. Et c'est là que la production révèle son orientation principale. 365 jours. L'année d'après est pensée comme une expérience visuelle et musicale avant d'être un grand film de dialogue. Il cherche à provoquer une réaction immédiate, une attirance, une frustration, une envie de commenter, un sourire gêné, une critique agacée, peu importe. Ce qui compte, c'est que le spectateur ne reste pas complètement indifférent. Dans l'univers saturé des plateformes, l'indifférence est peut-être le pire danger. La trilogie, elle, a rarement été indifférente. Ce modèle a ses limites, évidemment. Quand un film mise autant sur l'ambiance, il peut laisser le scénario au second plan. Quand il compte sur la beauté des images, il peut oublier de donner assez d'épaisseur au conflit. Quand il transforme chaque émotion en moment musical, il risque de lisser la violence ou la complexité de ce qu'il raconte. Mais on comprend mieux pourquoi cette approche a été choisie. Elle correspond à la promesse de la franchise. Elle correspond aussi à la manière dont beaucoup de spectateurs consomment ce type de contenu sur Netflix, comme une expérience de sensation, de curiosité et de conversation. Au fond, la fabrication de 365 jours, l'année d'après, nous raconte beaucoup sur notre époque. Les films ne vivent plus seulement par leur qualité critique ou par leur parcours en salle. Ils vivent par leur visibilité, par leur capacité à devenir un sujet de discussion, par la force de leur image dans les recommandations et sur les réseaux. Une production polonaise peut devenir un phénomène mondial non pas en cherchant à plaire à tout le monde, mais en assumant une identité assez forte pour provoquer une réaction. Et cette réaction, positive ou négative, devient elle-même une forme de succès. C'est pour cela que la réception du film mérite maintenant d'être regardée de près. Parce que peu d'œuvres récentes montrent aussi clairement l'écart entre visibilité populaire et rejet critique. 365 jours. L'année d'après n'a pas seulement été regardé comme une romance. Il a été jugé, débattu, moqué, défendu, parfois consommé comme un plaisir coupable, parfois dénoncé comme un symbole de ce que le streaming peut produire de plus discutable. Et cette fracture entre le public, la presse et la curiosité mondiale est peut-être l'un des aspects les plus révélateurs de toute la trilogie. La réception de 365 jours, l'année d'après, est presque aussi importante que le film lui-même. Parce qu'ici, on ne parle pas simplement d'une romance qui sort sur Netflix, reçoit quelques avis, puis disparaît tranquillement dans le catalogue. Non. On parle d'un film qui arrive déjà entouré d'une réputation lourde, avec des spectateurs qui savent plus ou moins à quoi s'attendre,
des critiques qui ont déjà beaucoup reproché à la saga et une curiosité mondiale qui continue malgré tout de fonctionner. Ce troisième volet a été accueilli très froidement par la presse spécialisée. Sur Rotten Tomatoes, la réception critique est extrêmement basse, avec un score critique affiché à 0% sur les avis recensés. Ce genre de chiffre, même quand il repose sur un nombre limité de critiques, marque tout de suite l'imaginaire. Il devient presque une étiquette. Avant même de parler des détails du film, beaucoup de gens retiennent simplement ceci. La critique n'a pas suivi. Elle n'a pas vu dans l'année d'après une amélioration importante, ni une conclusion capable de réhabiliter la trilogie. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette mauvaise réception critique n'a pas empêché le film d'exister fortement. Au contraire, elle a même nourri la conversation. Parce que 365 jours fait partie de ces sagas que beaucoup de spectateurs regardent en sachant déjà qu'elles sont mal aimées par la presse. Le regard n'est donc pas le même que pour un film attendu comme un chef-d'œuvre. Certains lancent le film par curiosité, d'autres parce qu'ils ont suivi les deux premiers, d'autres encore parce qu'ils veulent comprendre pourquoi tout le monde en parle avec autant d'agacement ou de fascination. Le rejet devient paradoxalement une forme de publicité. C'est un phénomène très moderne. Avant l'ère du streaming, un film massacré par la critique pouvait rapidement perdre sa visibilité, surtout s'il dépendait des salles de cinéma. Sur Netflix, la situation change. Un film peut être très mal noté et rester quand même accessible partout, recommandé, partagé, discuté. Il suffit qu'il déclenche une réaction. Et 365 jours, l'année d'après déclenche clairement des réactions. Pas toujours admiratives, pas toujours tendres, mais rarement neutres. Dans l'économie de l'attention, c'est déjà énorme. Les critiques adressées au film reviennent souvent sur plusieurs points. D'abord, le scénario. Beaucoup ont trouvé l'intrigue trop mince, trop répétitive, trop dépendante de l'atmosphère et des scènes de désir. Le film donne parfois l'impression de tourner autour des mêmes tensions sans vraiment les approfondir. Laura hésite, Massimo souffre, Nacho attend, la musique monte, les regards s'allongent, puis le cycle recommence. Pour un spectateur qui attend une progression dramatique forte, cela peut devenir frustrant. Ensuite, il y a la question des personnages. Les critiques ont souvent reproché à la saga de ne pas donner assez de profondeur psychologique à ses figures principales. Laura, Massimo et Nacho sont immédiatement reconnaissables, mais ils restent parfois enfermés dans leurs fonctions. La femme partagée entre deux désirs, l'homme passionnel et possessif, l'alternative plus douce et plus solaire. Le film suggère des conflits intéressants, mais il ne prend pas toujours le temps de les creuser avec la finesse nécessaire. C'est probablement l'une des grandes limites de l'année d'après. Il possède des thèmes forts, mais il préfère souvent la surface brillante à l'exploration intérieure. Le point le plus sensible reste évidemment la représentation des relations amoureuses. Depuis le premier volet, la trilogie est accusée de romantiser des dynamiques toxiques, de rendre séduisante une forme de domination et de transformer des comportements inquiétants en signes de passion intense. Ce débat ne disparaît pas avec le troisième film. Même si l'année d'après met davantage en avant le doute de Laura et son besoin de choisir, l'univers reste construit autour de figures masculines puissantes, riches, jalouses, dangereuses et souvent filmées comme des fantasmes irrésistibles. Pour une partie du public, c'est simplement de la fiction. Pour une autre, c'est un problème. Cette division est très importante à comprendre. Beaucoup de spectateurs défendent ce type de film en disant qu'il ne faut pas le prendre comme un modèle de vie, mais comme une fantaisie adulte, une exagération volontaire, un rêve sombre et luxueux. Et c'est vrai qu'une fiction n'a pas toujours vocation à être réaliste ou exemplaire. Le cinéma a toujours exploré des désirs dangereux, des passions destructrices, des relations moralement ambiguës. Mais la question devient plus délicate quand la mise en scène transforme presque tout en séduction. Si le danger est constamment beau, si le contrôle est constamment glamour, alors le film invite forcément à une lecture critique. En Europe francophone, cette réception a souvent pris la forme d'un mélange de moquerie, de curiosité et de débat moral. Sur les réseaux sociaux, la saga a été beaucoup commentée comme un plaisir coupable, parfois regardée entre amis, parfois critiquée scène par scène,
parfois défendu par des fans qui assument totalement son côté excessif. Et c'est là que le phénomène dépasse le simple jugement esthétique. 365 jours. L'année d'après devient une expérience sociale. On ne regarde pas seulement le film, on réagit au film. On partage son étonnement, on compare avec les précédents volets. On se demande jusqu'où la saga peut aller dans son mélange de romance, de luxe et de provocation. La presse française et européenne, de son côté, a généralement abordé la trilogie avec beaucoup de distance. Ce n'est pas le type de film qui entre facilement dans les discussions cinéphiles traditionnelles, sauf comme exemple d'un phénomène de plateforme. Et pourtant, c'est précisément pour cela qu'il mérite d'être analysé. Le cinéma populaire contemporain ne se limite plus aux films acclamés par les festivals, au succès en salle ou aux œuvres célébrées par les critiques. Il inclut aussi ces productions massivement visibles, discutées pour de mauvaises ou de bonnes raisons, qui révèlent quelque chose de notre manière de consommer les images. Ce que la réception de l'année d'après nous montre, c'est l'écart de plus en plus grand entre prestige critique et visibilité culturelle. Un film peut être très mal reçu par les critiques, et pourtant rester très présent dans la culture populaire. Il peut être considéré comme faible sur le plan artistique, et pourtant susciter plus de discussions que des œuvres beaucoup mieux écrites. Ce n'est pas forcément rassurant, mais c'est révélateur. Dans l'univers du streaming, le succès ne se mesure pas seulement à l'admiration, il se mesure aussi à la curiosité, au bruit, à la circulation. Il ne faut pas non plus oublier le rôle du public féminin dans la réception de la saga. Beaucoup de discussions autour de 365 jours ont tourné autour du désir féminin, du droit à la fantaisie et de la manière dont certaines œuvres destinées à un public majoritairement féminin sont jugées plus sévèrement que d'autres formes de fantasmes masculins. Cet argument mérite d'être entendu. Le cinéma d'action, par exemple, romantise souvent la violence, la vengeance, le pouvoir physique, sans être toujours examiné avec la même sévérité morale. Alors pourquoi une romance érotique serait-elle automatiquement disqualifiée parce qu'elle explore des désirs problématiques? Mais cet argument ne suffit pas à tout excuser. On peut défendre le droit à la fantaisie tout en reconnaissant que certaines représentations méritent d'être questionnées. C'est même là qu'un regard adulte devient intéressant. On peut dire, oui, les spectateurs sont capables de distinguer fiction et réalité. Et en même temps, oui, les images ont un pouvoir, surtout quand elles répètent certains modèles amoureux comme s'ils étaient désirables. La réception de 365 jours, l'année d'après, se situe exactement dans cette zone grise. Le film n'est ni seulement un divertissement innocent, ni simplement un objet à condamner sans discussion. Les réactions du public sont donc plus variées que les notes critiques ne le laissent penser. Certains spectateurs ont trouvé le film ennuyeux, trop lent, trop vide. D'autres ont apprécié l'esthétique, la musique, l'ambiance, le retour des personnages. D'autres encore l'ont regardé comme un spectacle volontairement excessif, presque avec une distance ironique. Et puis il y a les fans sincères, ceux qui se sont attachés à Laura, à Massimo, à Nacho, et qui voulaient simplement voir où cette histoire allait finir. Ce public-là existe, même si les critiques l'ignorent parfois ou le regardent de haut. C'est d'ailleurs une erreur de mépriser totalement les spectateurs qui aiment la saga. Aimer 365 jours. L'année d'après ne veut pas forcément dire qu'on approuve toutes ces dynamiques ou qu'on le considère comme un grand film. Parfois, on aime une œuvre pour son atmosphère, pour son excès, pour ce qu'elle déclenche émotionnellement, pour le plaisir de se plonger dans un univers irréaliste. Le goût populaire est souvent plus contradictoire que les classements ne le montrent. On peut savoir qu'un film est maladroit et continuer à y trouver quelque chose. Le vrai problème, peut-être, c'est que l'année d'après ne semble pas toujours conscient de la puissance des questions qu'il soulève. Il effleure la liberté de Laura, la jalousie de Massimo, l'alternative Nacho, le poids d'une passion toxique, mais il revient souvent à la beauté des images, au moment où il pourrait aller plus loin. C'est cette frustration qui revient dans beaucoup de critiques. Le film a entre les mains une matière émotionnelle brûlante, mais il préfère la transformer en ambiance plutôt qu'en véritable drame psychologique. Et pourtant, cette limite fait aussi partie de son identité. La trilogie 365 jours n'a jamais été une œuvre de nuances tranquilles. Elle fonctionne par excès, par attraction, par choc, par glamour.
Elle préfère le parfum d'un fantasme à l'analyse précise d'une relation. C'est ce qui explique à la fois son succès de curiosité et son rejet critique. Les spectateurs qui entrent dans son jeu peuvent y trouver une forme d'évasion. Ceux qui attendent une écriture solide ou un regard responsable sur les relations risquent d'en sortir agacés. Dans le contexte européen, cette réception raconte donc quelque chose de plus large. Notre rapport aux plateformes, à la curiosité collective, aux œuvres controversées et à la frontière entre plaisir coupable et malaise réel. 365 jours. L'année d'après n'a pas eu besoin d'être aimé pour être visible. Il a eu besoin d'être discuté. Et ça, c'est peut-être le signe le plus clair de son époque. Maintenant, il reste une dernière question. Après les critiques, après les débats, après les réactions parfois dures et parfois passionnées, que reste-t-il vraiment de ce film? Est-ce seulement le dernier chapitre d'une trilogie controversée, ou bien un exemple durable de la manière dont Netflix a transformé des romances européennes en phénomènes mondiaux? Pour répondre à cela, il faut regarder l'héritage de la saga, son ending si particulier, et la raison pour laquelle, malgré tout, on continue encore à parler de Laura, Massimo et Nacho. Quand on arrive à la fin de 365 jours, l'année d'après, une chose devient évidente. Ce film n'a jamais voulu offrir une conclusion totalement confortable. Il ne cherche pas à fermer toutes les portes avec une grande explication, un choix parfaitement formulé, une réponse limpide qui permettrait aux spectateurs de repartir tranquille. Au contraire, il garde cette zone de flottement qui a accompagné tout le récit. Laura est face à son avenir, mais le film laisse volontairement une part de silence autour de ce qu'elle va décider. Cet ending a beaucoup fait parler, justement parce qu'il ne donne pas à tout le monde la satisfaction attendue. Après 3 films, beaucoup de spectateurs voulaient une réponse claire. Laura choisit-elle Massimo? Choisit-elle Nacho? Se choisit-elle elle-même? Le film, lui, préfère rester dans l'ambiguïté. Et cette ambiguïté peut être frustrante, surtout dans une saga qui a construit toute sa tension autour de ce triangle amoureux. On peut comprendre ceux qui ont eu l'impression d'un final suspendu, presque incomplet, mais on peut aussi y voir une dernière manière de replacer Laura au centre. Peut-être que le choix n'a pas besoin d'être crié pour exister. Ce qui compte, dans les derniers mouvements du film, ce n'est pas seulement la réponse romantique, c'est l'état dans lequel Laura arrive à cette réponse. Elle n'est plus exactement la femme aspirée par le fantasme initial. Elle n'est plus seulement celle qui réagit au pouvoir de Massimo ou à la douceur de Nacho. Elle est une femme qui a traversé l'intensité, la confusion, la peur de perdre et la tentation d'un ailleurs. Et même si le film ne formule pas tout avec précision, il laisse entendre que Laura doit désormais vivre avec une vérité. Aucune passion ne mérite de lui faire oublier sa propre liberté. C'est peut-être là que se trouve le sens le plus intéressant de cette conclusion. Depuis le début, la saga était vendue comme une histoire de désir extrême. Mais à la fin, ce n'est pas le désir qui devient la vraie question, c'est la limite du désir. Jusqu'où peut-on suivre une attirance quand elle nous fait perdre nos repères? À quel moment une passion cesse-t-elle d'être une aventure pour devenir une cage dorée? Et surtout, comment reconnaître la différence entre être aimé intensément et être possédé? Ces questions dépassent largement le cadre luxueux et excessif du film. Massimo, dans cette dernière partie de l'histoire, reste une figure magnétique, mais il n'a plus la même domination narrative qu'au départ. Il doit accepter que Laura n'est pas un territoire à reconquérir. Elle n'est pas un bien perdu. Elle n'est pas une récompense destinée à revenir vers celui qui souffre le plus fort. Cette idée est importante parce qu'elle touche directement au problème central de la trilogie. Le film a souvent romantisé la possession, mais son dernier mouvement semble au moins reconnaître qu'un amour ne peut pas survivre s'il refuse la liberté de l'autre. Nacho, lui, reste attaché à l'idée d'un possible ailleurs. Mais le film ne le transforme pas non plus en solution magique. Et c'est plutôt bien, finalement. Car si Laura quittait simplement une passion dangereuse pour entrer immédiatement dans une autre histoire idéalisée, la conclusion serait peut-être trop simple. Nacho représente une ouverture, une respiration, une promesse. Mais la liberté de Laura ne peut pas dépendre entièrement de lui. Elle doit exister avant lui, avec lui ou sans lui. C'est ce que le film suggère sans toujours oser le dire frontalement. L'héritage de 365 jours. L'année d'après se trouve aussi dans cette contradiction. Comme film, il a été très durement reçu.
Comme phénomène, il reste difficile à ignorer. Et c'est une différence énorme. Tous les films ne laissent pas une trace parce qu'ils sont admirés. Certains laissent une trace parce qu'ils cristallisent un moment, une tendance, une tension culturelle. La trilogie 365 jours appartient à cette catégorie. Elle dit quelque chose de l'époque Netflix, du pouvoir des plateformes, de la circulation mondiale des fantasmes et de la manière dont une œuvre peut devenir visible même quand elle divise profondément. Dans quelques années, on ne parlera peut-être pas de 365 jours. L'année d'après, comme d'un grand film romantique européen, ce serait exagéré. Mais on pourra sans doute en parler comme d'un exemple révélateur de la culture streaming des années 2020, une œuvre venue d'un marché européen spécifique, portée par des romans populaires, transformée en saga mondiale, critiquée violemment, regardée massivement par curiosité et discutée partout pour des raisons qui dépassent la simple qualité cinématographique. C'est déjà beaucoup. Ce qui rend cette saga intéressante, c'est qu'elle oblige à réfléchir à la différence entre popularité et reconnaissance. La reconnaissance critique vient souvent d'une maîtrise artistique, d'une écriture solide, d'une vision forte. La popularité, elle, peut venir d'autre chose, d'un fantasme, d'un scandale, d'un visage devenu iconique, d'une scène commentée, d'un titre qui circule, d'un algorithme qui pousse le film au bon moment. 365 jours. L'année d'après n'a pas eu besoin d'être célébré pour exister. Il a eu besoin d'être lancé, partagé, jugé, défendu, moqué, puis relancé encore. Et cela pose une question assez fascinante sur nous, spectateurs. Pourquoi regardons-nous certains films alors que nous savons déjà qu'ils sont critiqués? Par simple curiosité? Par envie de participer à une conversation? Par plaisir coupable? Par attirance pour des histoires que l'on n'oserait peut-être pas défendre sérieusement? Il n'y a pas une seule réponse. Mais la saga 365 jours prouve que le rapport au cinéma populaire n'est pas toujours rationnel. On ne regarde pas seulement ce qui est bon, on regarde aussi ce qui intrigue, ce qui dérange, ce qui promet une expérience dont on pourra parler ensuite. Pour le public francophone européen, le film a aussi montré à quel point Netflix avait changé nos habitudes. Un drame romantique polonais, tourné avec une esthétique très internationale, peut devenir un sujet de discussion en France, en Belgique ou en Suisse, sans passer par les circuits habituels du cinéma. Il arrive directement dans les salons, sur les ordinateurs, sur les téléphones. Il n'a pas besoin d'une affiche dans chaque ville pour exister. Il a besoin d'une plateforme, d'un algorithme, d'un public curieux et d'un peu de bruit autour de lui. C'est une nouvelle forme de diffusion culturelle. Bien sûr, cet héritage n'est pas uniquement positif. La trilogie reste associée à des débats sérieux sur la représentation du consentement, de la possession et des relations toxiques. Et ces débats ne doivent pas être balayés sous prétexte que le film serait juste une fantaisie. Les fantaisies aussi ont un langage. Elles montrent ce qu'une époque trouve séduisant, troublant, acceptable ou discutable. 365 jours. L'année d'après, avec tous ses défauts, nous force à poser cette question. Quand une œuvre transforme le danger en glamour, comment le spectateur doit-il regarder ce qu'il ressent? La réponse la plus honnête, peut-être, c'est d'accepter la complexité. On peut reconnaître que le film est très imparfait, parfois répétitif, souvent plus intéressé par l'image que par la psychologie. On peut aussi reconnaître qu'il a une efficacité sensorielle, une identité visuelle, une capacité rare à provoquer des réactions. On peut critiquer Massimo sans nier pourquoi le personnage a marqué une partie du public. On peut comprendre la tentation de Nacho sans oublier que lui aussi appartient à un univers de fantasmes. Et surtout, on peut regarder Laura non pas comme une simple héroïne de romance, mais comme une figure prise dans un conflit entre désir et liberté. C'est là que le film trouve sa dernière résonance. Même sous les excès, même sous la musique, même sous les paysages parfaits, il raconte une peur très humaine, la peur de choisir mal. Laura doit faire face à ce moment que beaucoup connaissent, sous une forme moins spectaculaire, ce moment où l'on comprend qu'une histoire intense n'est pas forcément une histoire juste, ce moment où le cœur garde une mémoire que la raison aimerait dépasser, ce moment où l'on ne sait plus si l'on veut revenir, partir ou simplement disparaître un instant pour entendre enfin sa propre voix. Au fond, 365 jours. L'année d'après reste une conclusion étrange, brillante en surface, fragile dans son écriture, mais révélatrice d'un phénomène plus vaste que lui.
Ce n'est pas un film qui a réconcilié la critique et le public. Ce n'est pas un film qui a effacé les controverses de la saga. Ce n'est pas non plus un film qui a donné toutes les réponses que les fans attendaient. Mais il a prolongé une discussion. Et parfois, dans la culture populaire, c'est exactement ce qui fait qu'une œuvre survit. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle continue de faire parler. Et si l'on devait retenir une idée de tout ce parcours, ce serait peut-être celle-ci. 365 jours. L'année d'après n'est pas seulement la fin d'un triangle amoureux, c'est la fin d'un fantasme qui ne peut plus rester intact. Laura a vu ce que la passion peut offrir, mais aussi ce qu'elle peut coûter. Massimo a vu que le pouvoir ne garantit pas l'amour. Nacho a montré qu'un ailleurs peut exister, même s'il n'est pas forcément une réponse complète. Et le spectateur, lui, reste avec cette question suspendue. Dans une histoire où tout brille, comment reconnaître ce qui est vraiment libre ?